Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur Money Tree. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Étienne Monceau. Avec Étienne, on va parler de bourse, des marchés financiers, de tout ce qui gravite autour. Donc, je suis vraiment très content de le recevoir. Avec Étienne, on se connaît déjà, on s'est déjà croisés. Il est déjà venu ici même et on a parlé de tous ces sujets-là avec passion. Vous verrez, Étienne, il vit vraiment les choses. C'est un vrai passionné des marchés financiers et j'espère qu'on va apprendre beaucoup avec lui. Et d'ailleurs, j'ai aucun doute sur le sujet. Donc, salut Étienne, bienvenue ici. Salut Julien et merci à toi du coup de m'accueillir pour l'un de ces premiers épisodes de ton podcast. Vraiment un grand plaisir et puis comme tu l'as dit, on se connaît déjà. On a déjà beaucoup parlé de tout ce qui est question finance et puis tu m'as parlé de tes projets immobiliers et tout ça avec passion aussi. Et ça me fait très plaisir de nouveau de pouvoir partager des trucs avec toi. Bah écoute, c'est chouette. Est-ce que tu peux te présenter du coup et aux auditeurs qui nous écoutent et nous raconter un petit peu ton histoire et pourquoi tu es passionné comme ça par les marchés financiers ? Alors oui, je m'appelle Étienne Monceau, du coup j'ai 24 ans. Je suis à la base issu d'un cursus ingénieur. J'ai fait mes 5 ans en école et sur ma dernière année, j'ai souhaité faire bifurquer mon cursus vers la finance justement, vers un master spécialisé, puisque en effet la finance avait piqué ma curiosité déjà à l'âge de 18 ans. C'était un sujet qui était pas beaucoup traité dans ma famille, voilà. Toute ma famille, ce sont des scientifiques qui sont dans le domaine de la recherche. Et quand on parle argent, ben voilà, c'est pas forcément quelque chose qui les intéresse. D'ailleurs, je retiendrai toujours cette phrase de mon père qui m'a dit moi, si j'ai autant travaillé dans ma vie, c'est pour en avoir rien à foutre de l'argent. Et donc finalement, à table, quand on parlait science, etc., ben, j'avais pas souvent mon mot à dire parce que c'était quand même des experts sur le sujet et ils me reprenaient beaucoup de fois sur les erreurs que je faisais. Et au final, je me suis dit, purée, il faut vraiment que je me trouve un truc sur lequel je suis plus à l'aise qu'eux, quoi. Et donc c'est comme ça que je me suis intéressé au fonctionnement de l'argent finalement. Et donc après avoir fait mon école d'ingénieur qui m'a plu, j'étais en sciences des matériaux, c'était vraiment extraordinaire. Et puis ici avec le bassin aéronautique de Toulouse, on a des sujets et des applications extrêmement intéressantes pour l'ingénierie. Mais voilà, je voulais donner vie à cette passion-là de manière un petit peu plus aboutie, en y mettant un diplôme derrière, parce que bon, c'est vrai qu'en France, sans diplôme, on n'a pas beaucoup de légitimité, ou en tout cas c'est un petit peu plus dur de faire les choses. J'ai quand même fait mon petit bout de temps en autodidacte. Voilà, quand j'avais écrit, on en reparlera, mais quand j'ai écrit mon bouquin, j'avais aucun background en finance derrière qui justifiait de ma connaissance du milieu. Mais j'ai souhaité quand même y mettre un diplôme derrière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en master banque et ingénierie financière et en alternance. J'ai la chance de pouvoir le faire en alternance. Donc, c'est financé par une entreprise. Cette entreprise, c'est Zone Bourse. Et je travaille en tant qu'analyste financier et rédacteur pour eux. Donc, c'est possible que vous ayez déjà lu certains de mes articles sur Internet. Et donc, très content de bosser pour Zone Bourse. Et à côté de ça, j'ai aussi mes projets à moi avec, par exemple, la chaîne YouTube Sans Cravate et l'agence immobilière Sans Cravate Immobilier. Zone Bourse d'ailleurs qui est un gros pourvoyeur de data sur les marchés financiers et qui effectivement est un site incontournable pour qui s'intéresse aux marchés financiers. La chaîne Sans Cravate évidemment qui a un rythme aussi de publication assez soutenu et sur lequel tu vulgarises pas mal de choses et tu partages aussi tes analyses sur notamment des titres en particulier mais aussi des tendances de marché, des choses comme ça, donc vraiment très intéressant. J'invite vraiment tout le monde à s'abonner à cette chaîne parce que c'est assez c'est fait d'une manière assez simple en fait, modeste mais ce qui n'enlève rien à la valeur en fait que tu transmets. Je trouve que en tout cas tu fais des chouettes vidéos. Et donc merci pour ça et encore une fois allez tous visiter cette chaîne et Zone Bourse encore une fois incontournable aussi vraiment comme outil si on s'intéresse au marché. Donc tu parlais de ton livre Débuter en bourse, c'est pas un livre, c'est vraiment un pavé
c'est quand même, je l'ai avec moi parce que tu me l'avais déjà, on avait fait d'ailleurs un échange de livres il y a déjà l'année dernière ensemble, donc j'ai la version dédicacée. Il y a quand même 450 pages, plus de 450 pages. C'est une vraie Bible. Tu peux nous parler un petit peu de ce qui t'a amené à écrire ce livre? C'était l'aventure finalement vulgarisation, YouTube aussi, parce qu'à la base, donc j'avais pas la chaîne YouTube sans cravate et je souhaitais monter une chaîne YouTube sur le sujet. Et finalement, je me trouvais tellement nul face caméra, quoi, que je me suis dit, il faut que je scripte mes mots pour mots mes vidéos avant de pouvoir les tourner, quoi. Et au final, je me suis retrouvé à écrire des scripts qui ressemblaient presque à des articles, quoi. Mais j'avais pas encore idée de ce qu'était un article bien écrit, hein, et même encore aujourd'hui, je continue de m'améliorer à ce niveau-là. Mais je me suis dit, à la fin, une fois mes scripts écrits, purée, c'est quand même idiot de donner une vie à ces scripts-là qu'au travers de la vidéo. Une vidéo qui potentiellement va être vue par une vingtaine de personnes. Hein. Au départ, c'est ça, quand on monte une chaîne YouTube. Je me suis dit, purée, c'est dommage, j'aimerais bien quand même garder une trace de ça, quoi, de manière un petit peu plus concrète. Et à la base, c'était très égoïstement, c'était juste pour moi, pour savoir où est-ce que j'en étais, de ce que j'avais appris, pour garder une trace de ce que je savais, quoi, de ce que j'avais appris. Et j'ai mis ces scripts, je les ai organisés, je les ai mis les uns après les autres. Et puis finalement, ça a donné une ébauche voilà, peut-être pas d'un livre au départ, hein, mais c'était surtout un portfolio d'articles sur le sujet, de la vulgarisation pour comprendre un petit peu comment ces marchés fonctionnent. Et après, après coup, j'ai compris que ça avait un peu de valeur, hein, et que puisqu'il n'y en était pas beaucoup sur le marché à vulgariser la finance comme ça, il y avait La Bourse pour les nuls, qui était un très très bon livre d'ailleurs. Mais on n'était pas, il y avait une place. J'avais l'impression qu'il y avait une place, et donc du coup, j'ai eu confiance en moi et je me suis dit, écoute, je vais essayer d'aboutir ce projet-là, que ça ressemble plus à un livre que juste à une concaténation d'articles. Et donc ça a donné, oui, le livre Débuter en bourse, qui fait, oui, environ 450 pages. Mais vous inquiétez pas, on pourrait aller beaucoup plus loin sur le sujet. Là, ce sont vraiment les bases pour des gens qui ont aucune connaissance sur le sujet et qui veulent vraiment démarrer de zéro. Et on va dire qu'on s'arrête peut-être à W, quelque chose comme ça, pour le particulier en tout cas. Ouais, non, mais c'est vraiment très riche pour l'avoir lu avec attention. C'est vraiment très très riche. Vous ne ratez aucune base avec ce livre, donc c'est vraiment très intéressant. Et je rebondis sur ce que tu disais sur le cheminement de l'écriture du livre. C'est marrant ce que tu dis parce que j'ai vécu exactement la même chose quand j'ai écrit le mien. Je suis parti finalement de me dire je vais écrire noir sur blanc ce que j'ai vécu, parce que moi c'est plus du partage de vécu qu'un livre théorique, voilà. Mais je vais écrire noir sur blanc en premier lieu, je vais le faire pour moi. Et puis, c'est particulier parce que finalement, on écrit de manière complètement décousue. Il n'y a aucun lien, il n'y a rien du tout. Et puis finalement, on arrive à, comme une sorte de puzzle, à trouver des liens entre les parties, à trouver une hiérarchisation de l'information et à en faire un sommaire et à publier un livre in fine. Exact. Donc, c'est super intéressant comme aventure, en tout cas, l'écriture d'un livre. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que sont les marchés financiers ? Qu'est-ce qu'on considère comme marché financier, quels sont les différents types de marchés financiers qui existent, qu'est-ce qu'on peut y trouver dessus, comment on les trouve. Ouais, carrément. Les marchés financiers, il faut comprendre ça comme un lieu d'échange, déjà de base, autrefois physique, maintenant numérique, qui est donc orchestré par des serveurs qui enregistrent les transactions de personnes entre elles. Mais donc c'est un lieu d'échange sur lequel on retrouve des agents, des acteurs qui sont en recherche de capitaux et d'autres qui, eux, ont des capitaux et qui sont en recherche de placement et d'un retour sur investissement. Évidemment, quand on pense aux acteurs qui sont en recherche de capitaux, on pense directement aux entreprises. Voilà. Et puis quand on pense à ceux qui en ont et qui souhaitent épargner, enfin qui souhaitent investir et avoir un retour sur cet investissement, on pense à nous, typiquement les particuliers. Et on fait partie en effet de ces acteurs-là. Le type de titre le plus connu qu'on s'échange sur les marchés financiers, ce sont les actions. À ce moment-là, c'est vrai que normalement on dédie le terme de bourse justement au marché financier consacré à l'échange de titres de propriété, donc aux actions. Et les marchés financiers, ça va englober après plein d'autres choses. Hein. Mais donc du coup, ces actions qui sont littéralement des morceaux d'entreprise, hein. Quand vous en achetez, vous devenez copropriétaire de l'entreprise avec les personnes qui l'ont fondée et qui détiennent aussi des parts. Et vous avez comme ça accès à une petite partie du résultat de l'entreprise, et puis vous avez un vote,
et vous êtes capable maintenant avec ce vote-là d'avoir un petit poids de décision dans l'entreprise pour savoir qu'est-ce qu'elle va faire du résultat qu'elle a généré. Est-ce qu'elle va le réinvestir? Est-ce qu'elle va le verser aux actionnaires? Comment, si elle va le réinvestir, comment elle va le faire? Et comment elle va faire pour justement que l'actionnaire ait un retour en effet sur investissement, parce que quand il a acheté cette action-là, il a pris un risque, c'est littéralement le risque de faillite, puisque quand une entreprise est liquidée, on va d'abord rembourser ses créanciers, donc ceux qui l'ont prêté de l'argent, et puis en dernier, ce seront les actionnaires qui récupéreront ce qui reste du capital, mais c'est très rare qu'il reste quoi que ce soit quand la boîte est en cessation de paiement déjà depuis un certain temps, et puis qu'ensuite qu'elle fait faillite. Donc il y a un risque qui est pris, et l'actionnaire attend de ce risque pris une rémunération. Cependant, il existe d'autres types de titres, en effet, sur les marchés. Il n'y a pas que les actions qu'on s'échange, mais c'est quand même pour les particuliers le titre principal. Il y a aussi typiquement les obligations, qui sont cette fois-ci des titres de créance, et on va sûrement en entendre de plus en plus parler dans les années à venir avec les taux d'intérêt qui montent. Mais donc les obligations, c'est un moyen aussi pour le particulier ou les institutionnels. Donc les gens quand je dis institutionnels, ce sont des établissements financiers qui vont investir sur les marchés pour les particuliers, mais qui vont jouer un espèce de rôle d'intermédiaire, quoi. Mais il faut bien savoir que l'argent qu'ils ont, souvent il vient aussi des particuliers. On pense par exemple aux fonds de pension typiquement. Et donc ces obligations-là, elles consistent on achète un titre, et en fait, lorsqu'on achète ce titre, on est en réalité en train de prêter de l'argent à un acteur qui lui aussi est en recherche de capitaux. Cette fois-ci, on n'est pas en train de prendre part au capital, juste on apporte de l'argent comme une banque le ferait, quoi. On est vraiment, on est un pourvoyeur de fonds, on est financeur de l'entreprise. Alors les obligations, évidemment, elles sont moins risquées, puisque comme on n'est pas au capital et qu'on est prêteur, on sera dans un cas où il y aura une cessation de paiement ou un cas, encore une fois, de faillite, eh bien on aura notre argent avant les actionnaires, on récupérera notre argent avant les actionnaires. Et tout est défini au départ, en fait. C'est-à-dire que dès lors qu'on achète une obligation, on sait déjà la maturité de cette obligation, donc quand est-ce qu'on va nous rembourser l'argent qu'on a prêté, et quel taux d'intérêt aussi, donc quel coupon on va recevoir tous les ans pour avoir prêté cet argent-là. Donc voilà, déjà 2 titres avec lesquels vous pouvez vous amuser. Il y a largement de quoi faire avec les actions et les obligations. Et puis après, on va avoir aussi plein de produits dérivés qui sont construits par les banques et qui servent, qui permettent à certains investisseurs un petit peu plus dégourdis de faire des opérations de couverture, donc de s'assurer, ou de faire des opérations à levier, donc de pouvoir prendre une exposition plus importante que le capital qu'ils ont à disposition sur les marchés. Et là, on arrive sur des produits qui deviennent un petit peu plus complexes et qui, je pense honnêtement, ne sont pas forcément intéressants pour un particulier comme les auditeurs qui écoutent ce podcast. Et qui sont peut-être beaucoup plus spéculatifs aussi. Qui sont beaucoup plus spéculatifs, évidemment. On est surtout sur des produits qui ont des frais, en fait, et généralement, il faut quand même rentrer dans les détails pour comprendre ces frais-là et pour comprendre l'impact de ces frais sur la performance. Et de comprendre aussi le risque sous-jacent au produit qu'on a acheté, s'il a un levier, c'est-à-dire que le levier, ça fonctionne dans les deux sens. Certes, quand on s'expose plus sur un marché que le capital qu'on a, on va pouvoir faire fructifier notre capital plus rapidement, mais on va aussi pouvoir le perdre plus rapidement, évidemment, si ça va dans le sens auquel on ne s'attendait pas, quoi. Ok. Et comment on accède, nous, en tant que particulier, à ces actions, à ces obligations? Comment on peut y souscrire? Combien ça coûte? Alors, il faut ouvrir un type de compte particulier. Il faut savoir qu'on ne peut pas acheter comme ça des titres avec sa carte bancaire, évidemment. Il faut d'abord ouvrir un type de compte particulier. Celui qui est le plus connu en France, c'est l'assurance vie, qui permet justement d'intervenir sur les marchés financiers. Alors les assurances vie, elles sont séparées entre 2 types de gestion. On va avoir le fonds euro qui permet de mettre de l'argent, d'investir de l'argent sans risque, en fait, dans des obligations d'État. Donc cette fois-ci, on prête de l'argent à l'État et on a une rémunération en contrepartie. Une rémunération qui est actuellement relativement faible, mais il faut savoir qu'aussi, au travers d'une assurance vie, on peut investir dans des actions ou dans des OPCVM, qui sont des fonds d'investissement qui, eux, investissent dans des actions ou des obligations. Donc c'est un intermédiaire, si vous voulez, qui vous facture aussi ce rôle d'intermédiation. Mais du coup, dans une assurance vie, vous allez pouvoir aussi bien mettre de l'argent dans un fonds euro, donc sans risque,
et avoir un retour sur investissement assez faible, et aussi acheter donc des parts d'OPCVM ou d'actions. Et donc vous exposer sur un marché un petit peu plus risqué et avoir un retour sur investissement un peu plus intéressant. Ces assurances-vie, elles sont souvent vendues, c'est des produits en fait bancaires souvent, ou assurantiels, en tout cas, qui sont vendus par des partenaires qu'on peut tous avoir, enfin des interlocuteurs en tout cas qu'on peut tous avoir au quotidien, c'est-à-dire notre conseiller bancaire. C'est souvent le cas. Est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui aussi d'aller sur de l'assurance vie, par exemple, et d'éviter de désintermédier un petit peu le principe? Alors voilà, c'est vrai que c'est un produit bancaire. Généralement, la banque dans laquelle vous avez votre compte courant va souvent vous proposer de souscrire à une assurance vie parce que ça a quand même une fiscalité assez avantageuse. Ce que je veux dire, c'est, pour répondre à ta question, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles banques, des néobanques qui proposent, ou des assureurs, qui proposent des contrats un petit peu plus intéressants que les banques classiques, type BNP, Crédit Agricole ou quoi que ce soit. Et surtout, ce sont des assurances vie où ce sont des sites, généralement des assureurs qui vous donnent l'information, je trouve, un petit peu mieux que le font les banques traditionnelles. Plus de transparence. Plus de transparence et puis plus d'éducation, un côté un petit peu plus d'éducation, et qui sont aussi innovants dans le genre de produits qu'ils proposent. On va pouvoir acheter des ETF typiquement, peut-être si vous avez déjà entendu parler des ETF, ce sont des fonds d'investissement qui permettent de répliquer la performance d'un indice comme le CAC 40 par exemple. Et donc on est en mesure d'avoir des choses auxquelles on n'a pas forcément accès au travers d'une banque commerciale, et puis on a des frais qui sont quand même plus avantageux. Moi évidemment, comme la plupart des gens qui sont dans ce milieu-là, l'assurance vie que je propose, que je conseille aux gens qui m'écoutent ou qui me lisent, c'est Lynxea. Franchement, honnêtement, Lynxea, il y a des super produits qui permettent justement de panacher ses investissements, aussi bien entre fonds euros qu'entre ETF et parts d'OPCVM. Et mixer comme ça son risque et avoir un retour sur investissement qui est tout à fait convenable. Et sur Lynxea, vous allez vraiment avoir des produits qui sont très bien détaillés, je trouve, honnêtement. Ok. Alors Lynxea, je m'y étais intéressé. Effectivement, moi, à titre personnel, par exemple, j'y suis pas. Je suis chez Yomoni. On va dire que on est à peu près sur le même type de produit, même si chez Lynxea, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu plus de flexibilité sur les choix. Yomoni, c'est peut-être un peu plus... on va dire bridé en termes de choix, mais on est à peu près sur ces genres de produits. Moi, Yomoni, par exemple, on n'est pas là pour faire de la pub pour qui que ce soit, on partage de l'expérience, et d'ailleurs, on ne donne pas vraiment de conseils d'investissement avisés, on partage aussi ce qu'on peut faire chacun. C'est vrai que les frais, comparés à une banque traditionnelle, n'ont quand même rien à voir, et surtout, cette visibilité dont tu parles, cette transparence, est quand même assez agréable, puisque aujourd'hui, là, je suis sur mon compte Yomoni, je peux clairement voir combien de proportions j'ai dans tel ETF Lixor, tel ETF iShares, voilà. Et en fait, j'ai ma répartition et je peux piloter mon risque aussi régulièrement. Alors le but, c'est pas de le faire tous les jours, puisque sinon, il vaut mieux qu'on se le gère tout seul. Mais c'est aussi cet avantage-là de pouvoir avoir une visibilité sur son risque à moyen terme. Ok, cool. Donc ça, c'est l'assurance produit, on va dire assurance vie. Les ETF, donc on peut en parler un petit peu, tu l'as dit, ça réplique des indices. Ouais, alors c'est vrai que j'ai parlé de l'assurance vie honnêtement parce que c'est le produit dans lequel il y a le plus d'argent, dans lequel que les Français ouvrent, et parfois même ouvrent une assurance vie sans le savoir, et sont actionnaires indirects sans le savoir. Il faut savoir, vraiment, il y a des gens qui ont des assurances vie qui ne le savent même pas. Mais après, donc il y a d'autres types de comptes qui ont des objectifs différents, mais aussi des objectifs qui se chevauchent. C'est ça qui est compliqué d'ailleurs en France. C'est vraiment de comprendre quel type de compte est vraiment le plus optimal pour le placement que j'ai envie de faire. Mais je peux vous citer par exemple le PEA, donc le plan épargne action, ou le compte titre ordinaire, donc le CTO. Et ces deux types de livrets sont aussi très très utilisés par les investisseurs. Le PEA+ pour investir donc en Europe, avec un plafond à 150 000 €, on peut en ouvrir que un par foyer. Et un PEA PME. Et un PEA PME aussi qui peut être adjoint au PEA en effet, et qui peut permettre de monter à 225 000 € de maximum, quoi. C'est quoi le critère pour faire une parenthèse sur le PEA PME, parce que moi je le fais pour faire un peu du private equity en direct via du PEA PME. C'est quoi le critère d'une PME au sens du PEA justement? Alors là, il faudrait vraiment que je revoie les détails exacts, mais en fait, ce qu'on comprend, c'est juste que dans le PEA PME, on va préférer mettre des petites entreprises dans le PEA PME que dans le PEA pour conserver en fait
le montant total du capital qu'on a, c'est-à-dire les 150 000 euros, ben, on va les garder pour des plus grosses caps, quoi, pour des plus grosses capitalisations, pour des plus grosses entreprises. Alors que dès qu'on aura une petite cap, une petite capitalisation, on va typiquement de 150 millions ou 200 millions de capitalisation, ben, on va plutôt faire un investissement dans cette boîte au travers du PEA-PME, puisqu'on a un maximum, on a un plafond supplémentaire. Mais par exemple, vous ne pourrez pas mettre du LVMH, du Total ou du L'Oréal dans votre PEA-PME. Oui, je ne me souviens pas exactement du plafond, si tu l'as peut-être. Alors, le critère d'une PME au sens du PEA-PME, a priori, ce serait une société qui a moins de 5000 salariés, ouais. Qui fait moins d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, voilà, ou ont un bilan qui ne dépasse pas les 2 milliards d'euros en tout cas, avec un siège social, bon, en France ou en Union Européenne, ça c'est comme pour le PEA standard. Mais il est bon aussi peut-être de préciser que on entend par PME dans PEA-PME pas des actions forcément non cotées, ça peut être aussi des actions cotées. Exactement. Des entreprises qui sont cotées en bourse. Très bien. Et on peut aussi bien mettre du non coté que du coté dans un PEA-PME, quoi. Donc ça c'est intéressant. Typiquement le PEA-PME, on peut l'utiliser aussi pour investir dans une société, la société du voisin en traversant la rue, qui est une boîte où il y a peut-être 150 salariés, une boîte locale, ça peut rentrer dans ce cadre fiscal. Exactement. Mais faut vraiment bien comprendre que ce sont deux livrets complémentaires et qu'il faut pas se tromper. Ça sert à rien d'acheter des sociétés cotées du coup qui font moins d'1,5 milliard de chiffre d'affaires avec son PEA. Plutôt faites-le vraiment avec le PEA PME, comme ça vous vous libérez. Parce qu'au final, on se dit, c'est vrai que moi, quand j'avais 20 ans, quand j'ai ouvert mon PEA, je me suis dit, purée, le plafond des 150 000 euros, de toute façon, je n'ai pas à m'en inquiéter, je ne vais jamais l'atteindre. Enfin, je l'atteindrai certainement pas avant mes 30 ans. Et bon, pour l'instant, je ne l'ai pas encore atteint, mais je veux dire, ça arrive quand même plus vite qu'on pense. Hein. Et c'est vrai que c'est une belle enveloppe parce qu'elle a quand même l'avantage fiscal de ne pas payer d'impôt sur le revenu sur les plus-values lorsque le PEA, justement, a une maturité supérieure à 5 ans. Mais l'assurance vie c'est 8 ans en comparaison. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça a cet avantage-là. Il faut vraiment conserver. Voilà, c'est un avantage fiscal, mais voilà, il y a ce plafond qui est présent, quoi. Donc c'est pas ad vitam aeternam, quoi. On peut pas. Alors le plafond, c'est un plafond de dépôt. De dépôt, de versement. Si on a placé 100 000 et qu'on a 200 000 parce qu'on a fait 100% de plus-value, on peut encore placer 50 000. Ouais. J'en connais qui ont des PEA qui valent 400 000 balles. Hein, donc ils peuvent plus mettre d'argent dessus en versement s'ils ont atteint les 150K, mais par contre, il y a rien qui leur empêche de conserver leur titre. Hein. C'est une fois que vous arrivez aux 150K, la banque ne va pas fermer vos positions pour vous et vous dire maintenant, il faut retirer l'argent, quoi. Vous pouvez le laisser naviguer sur le PEA. Je rajouterai juste quelque chose quand même sur le PEA qui est très très important, que les gens ont souvent tendance à pas bien saisir, c'est que c'est une enveloppe hermétique, c'est-à-dire qu'avant les 5 ans, il ne faut pas retirer d'argent de ce PEA, sinon il est caduc, c'est-à-dire il est clôturé. Il va falloir recommencer, si vous voulez, une ouverture et ce compteur des 5 ans qui vous permet d'avoir ce bénéfice fiscal sur l'impôt sur le revenu, il va recommencer, quoi. Il va falloir lui redonner vie à ce PEA. Donc, vous pouvez mettre de l'argent dessus pendant ces 5 ans-là, mais il faut éviter d'en retirer. Mais rien ne vous empêche, au sein du PEA, de faire des transactions. Alors, il y a énormément de gens qui pensent qu'il va falloir acheter une action et la garder pendant plus de 5 ans pour avoir l'avantage fiscal. Mais pas du tout. Cet argent, une fois qu'il est dans le PEA, il peut naviguer comme vous voulez. Il peut être en cash, il peut rester en cash dans le PEA, il peut être sur un titre, le titre peut être vendu, vous avoir rapporté de l'argent, etc. Et la fiscalité aussi, chose importante, la fiscalité s'applique que quand vous retirez l'argent. Donc quand vous vendez un titre, même s'il y a une plus-value sur la vente, vous n'avez pas à vous soucier de s'il faut faire des déclarations ou quoi que ce soit aux impôts. C'est que quand vous retirez de l'argent vraiment de votre PEA. Donc déjà pendant 5 ans, il n'y a rien à faire au niveau fiscal, quoi. Il n'y a aucune prise de tête. Donc c'est vraiment le support d'investissement sur lequel n'importe quel Français doit aller. C'est le support. Même pour acheter 2 actions, quoi. Honnêtement, c'est le support. Il faut l'ouvrir le plus tôt possible pour enclencher ce compteur des 5 ans. Et puis moi, je vais vous dire une chose. Je suis spécialiste des marchés européens, plus particulièrement du SBF 120 et encore plus du CAC 40, c'est-à-dire les 120 plus grosses entreprises ou plutôt les 120
120 entreprises les plus influentes en France, les plus représentatives de notre marché, encore plus du CAC 40. Donc là, cette fois-ci, on parle des 40 sociétés les plus influentes. Et on a la chance d'avoir des marchés qui performent très bien. Vous entendrez beaucoup d'autres investisseurs vous dire que il n'y a rien à faire en Europe et qu'il faut directement aller sur les marchés US. Finalement, je ne sais pas si ça se dit, le chauvinisme peut-être, le fait d'être vraiment... et c'est quelque chose qui se vérifie dans le monde entier. Il n'y a pas que les Français qui investissent vraiment beaucoup dans les actions françaises. Si on prend les Australiens, ils investissent aussi beaucoup dans les actions australiennes. Les Américains, quasiment uniquement dans les marchés américains. Mais voilà, il ne faut pas avoir honte de le faire. Honnêtement, si ce sont des entreprises que vous comprenez mieux et si ces entreprises vous parlent plus, il n'y a pas de souci à ne pas donner trop d'importance aux boîtes américaines dans son portefeuille. Alors c'est vrai que historiquement, les boîtes américaines performent un peu mieux que les boîtes européennes. Alors ce un peu mieux au niveau annuel, quand même, ça se répercute avec les intérêts composés et ça devient quand même une surperformance nette sur plusieurs années. Mais voilà, nos marchés à nous, ils sont pas si ridicules que ça, hein, loin de là. On est aux alentours des 8% annuels, par exemple, pour le CAC 40 qui intègre les dividendes. Donc 8% annuels, hein, si vous faites ça pendant 10-15 ans, je vous raconte pas. Ça va très très vite, quoi. Après, l'investissement sur le long terme, et ça c'est quelque chose que j'aime bien évoquer quand même, c'est un petit peu une légende aussi, hein. Il faut faire très très attention à ça, surtout pour les jeunes. Quand on a 21, 22 ans, on se fait déjà ses projections avec son petit tableur Excel très très facile, les intérêts composés, on voit notre capital évoluer de manière exponentielle. Et au final, après avoir discuté avec beaucoup de gens un petit peu plus âgés, hein, typiquement comme Julien qui a dépassé les 30 ans maintenant, mais d'autres personnes aussi plutôt du côté finance, c'est vrai que dans la vie, quand on avance, hein, et quand on commence à avoir des enfants, ou quand on se marie, etc., quand on veut voyager, quand on veut emménager quelque part, finalement, on remet en cause un petit peu cette idée de ne jamais toucher au capital qui est sur le PEA et de toujours investir la même somme tous les mois. Ça, je pense honnêtement, plus j'avance, plus je pense que c'est un mythe. Et il ne faut pas se donner de fausses bonnes idées au départ. Il faut rester, dans ses objectifs. Si vous êtes fixé des objectifs, essayez de les tenir, mais il n'y a aucun mal non plus à revoir ses objectifs au cours de sa vie, quoi. Donc tous ceux qui vous disent oui dans X années je sais quel sera mon patrimoine, c'est un petit peu un mythe quand même. Ouais, c'est beaucoup de discipline, ça veut dire 100% focus sur ce sujet-là et on se coupe un peu de ce qu'on pourrait faire aussi ailleurs. C'est vrai que le sujet de ce podcast d'ailleurs c'est la diversification. Donc forcément, si on veut se diversifier, on ne peut pas tout mettre non plus sur les marchés financiers. On est forcément sollicité, on a envie aussi d'aller voir autre chose. Je voulais juste revenir sur les actions américaines. Donc les actions américaines, je sais pas, moi je le vois comme ça, mais je me dis, les gens sont attirés, en tout cas les Français sont attirés par les actions américaines. Pourquoi ? Parce que c'est des noms sexy. Facebook, Apple, Netflix, Tesla. Finalement, est-ce que tu penses que les gens achètent aussi des actions sur le Nasdaq, etc. parce que c'est cool ? Alors, en fait, on pense ça, mais statistiquement, les chiffres disent complètement le contraire, hein. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, les Français investissent dans les actions françaises. Ok, donc il y a vraiment... Les titres préférés des Français, c'est LVMH, Total. Alors Total, ça l'a toujours été, hein. Air Liquide qui est vraiment, en termes de... Pour les investisseurs particuliers, c'est vraiment un titre qui a beaucoup intéressé les investisseurs particuliers, qui les intéresse toujours. Oui, mais est-ce que c'est les investisseurs particuliers qui investissent vraiment en direct, comme toi et moi, sur un broker web 2.0 ? Eh ben oui. Ou c'est vraiment via des fonds ou via des produits ? Non. Même les particuliers qui sont en gestion active sur leur PEA. Okay. Donc, mais après, voilà, c'est vrai que quand même, les Français connaissent très bien les marchés américains. Le PEA t'empêche aussi d'aller sur des actions américaines en direct ? Oui, mais je veux dire, c'est pour ça. C'est ce qui est, par exemple, si on faisait, je pense, le rapport de l'argent qui est sur les PEA comparé à l'argent qui est sur les comptes titres qui permet d'investir à l'étranger, je pense honnêtement que les Français ont beaucoup plus d'argent sur leur PEA que sur leur compte titres. Mais c'est une volonté de l'État aussi, hein. C'est pour ça qu'ils ont fait un avantage fiscal sur le PEA qui permet d'investir en Europe. C'est pour diriger les investissements des Européens en Europe, ce qui est une bonne chose. Mais c'est vrai que quand même, tu l'as souligné, les investisseurs français connaissent les grands noms des valeurs américaines et c'est excitant de voir des performances comme celles des GAFAM, hein. C'est tout à fait vrai. Et puis on a toujours l'impression d'arriver trop tard sur ces titres et en fait ils continuent de se comporter comme des leaders de marché
On est sur des valorisations quand même impressionnantes qui finalement sont très peu comparables avec des valorisations en termes en tout cas de multiples d'EBITDA par exemple, des choses comme ça, de ce qui se faisait il y a 10-15 ans. Et les investisseurs d'il y a 10-15 ans sont très surpris des valorisations aujourd'hui. Alors le contexte économique change aussi, c'est ça qu'il faut voir. C'est vrai que la valorisation, donc c'est-à-dire quand on compare le prix d'une action à ce qu'elle nous rapporte finalement, au résultat de l'entreprise, à la part du résultat qui nous appartient, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on est sur des niveaux très hauts actuellement, que c'est pour ça que c'est dangereux, etc. Mais aujourd'hui, on a un contexte où le financement des entreprises est très très facile. Il se fait vraiment pour pas cher, quoi, si vous voulez. Donc il faut bien comprendre qu'un rendement à 20% aujourd'hui ne se paye pas du tout pareil qu'un rendement à 20% il y a 30 ou 40 ans, quand un rendement sans risque rapporte 7-8%. Quand un rendement sans risque vous apporte 7 ou 8%, un rendement à 20%, certes, vous vous doutez qu'il y a un petit peu plus de risque, mais le gap est beaucoup, beaucoup plus faible qu'aujourd'hui où on vous dit qu'un rendement sans risque est aux alentours des 1%, quoi. Donc quand on vous dit le rendement sans risque est de 1% et là vous avez un titre qui vous en rapporte 20 par an, évidemment que l'actionnaire va être prêt à prendre plus de risques pour avoir accès à ce rendement de 20% aujourd'hui. Et donc il est prêt à payer plus cher. Donc comparer des ratios de valorisation d'une époque à une autre, ça n'a pas beaucoup de sens. En tout cas, il faut le faire en ayant un regard critique et en comprenant l'environnement qu'il y a, l'environnement d'investissement de manière générale. Ça n'a pas de sens, mais c'est un biais naturel et instinctif en fait de la plupart des gens. C'est l'historique, c'est regarder le passé pour essayer d'interpréter le futur, chose qui en finance est un faux ami, quoi. Pour finir sur le PEA, parce que du coup on s'est un peu égaré, ouais. Pour finir sur le PEA, moi je voulais insister sur quelque chose parce que je me rends compte en discutant avec de finances personnelles et de placement avec plein de gens qu'il y a cette méconnaissance de l'avantage fiscal en fait. C'est que l'avantage fiscal il est sur la partie impôt sur le revenu et ce qu'il faut savoir en France c'est qu'on a une grosse quote-part de cotisation sociale, ce qu'on appelle communément CSG-CRDS, qui en fait vous est pris sur des plus-values de titres ou des plus-values aussi immobilières, etc. Et grosso modo, ça veut dire que l'avantage fiscal sur un PEA, et tu me diras si je me trompe, mais en fait, il nous fait faire une économie d'impôt de 12,8% au final, et pas de 30%, de 100% d'une flat tax qui pourrait être à 30%. Ouais, alors ça dépend, voilà, si on est au réel ou si on est à la flat tax. En raisonnant avec une flat tax, ce sera 12,8. Ouais. C'est pas les 30, non, parce qu'il y a 17,2 du coup de prélèvements sociaux, et ça, quel que soit le compte que vous ayez choisi d'ouvrir, hein, assurance vie, PEA, compte titre, vous les paierez dans tous les cas, en effet. Est-ce que j'insiste sur ça parce que je veux éviter une personne qui pense que sur 100 euros de plus-value, après 5 ans de détention, elle paiera 0 imposition. Non, en fait, elle paiera 17,2 euros. Alors attention, c'est pas sur 5 ans de détention. Oui, justement. Pardon. Non, mais c'est ça. Voilà, oui, je la refais. Sur c'est 100, bien, nickel. Sur 100 euros de plus-value, on va dire qu'elle paierait... elle paierait là instantanément sur un compte titre. En fait, on compare un compte titre avec un PEA, par exemple. Un compte titre, on précisera ce que c'est, mais finalement, on va dire que c'est un support qui vous permet d'acheter des actions, mais qui prend une fiscalité, impôt sur le revenu, donc ou flat tax ou votre taux d'imposition habituel. Si je fais 100 euros de plus-value aujourd'hui sur un compte titre, je vais payer ma flat tax. Admettons que j'ai une TMI, donc un taux d'imposition à 30%. Je vais prendre la flat tax, je vais payer 30%. Okay. Exactement. Si finalement cette plus-value, je la fais sur un PEA qui a plus de 5 ans, je vais payer 17,2 euros au lieu de 30 euros. Exactement. Mais je ne vais pas payer 0. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, tu ne vas pas payer 0. Non, c'est sûr, il n'y a pas moyen d'éviter les prélèvements sociaux. Alors, pour que les gens comprennent quand même l'intérêt du compte titre, parce que là on se dit, mais du coup, si on paye une flat tax de 30% sur le compte titre, quel est l'intérêt d'en ouvrir un ? C'est quand même que c'est sur ce type de compte que vous allez pouvoir mettre vos actions étrangères. Et aussi les produits dérivés et obligations. Et dépasser aussi le plafond du PEA. Et dépasser le plafond du PEA de manière logique, oui. Mais voilà, il y a cet avantage de pouvoir mettre d'autres types de titres, hein, dont les obligations par exemple.
C'est vrai que le PEA, cet avantage fiscal, finalement, quand on prend du recul dessus et qu'on l'observe juste sur une plus-value de 100 €, là, quand on se dit, sur les 100 € que vous avez gagnés, on vous en prend 30, c'est quand même costaud. Alors, vous l'aurez bien compris quand Julien l'a expliqué, mais ce sont sur les plus-values. Hein. Donc, le capital que vous mettez sur votre PEA, lui, il ne va pas être imposé quand vous le sortez. Ça va vraiment être uniquement les plus-values, et si vous retirez de l'argent, vous serez imposé au prorata de ce que vous avez gagné sur ce PEA-là. Admettons, je mets 100 € de ma poche, ces 100 € m'en rapportent 100 de plus, hein, donc j'ai fait une performance de 100%. Si je retire les 200, je serai imposé que sur les 100 de plus-value. Et du coup, admettons que c'est sur un PEA, je paierai en effet 17,2 €. Donc ça, c'est vraiment des petites bases qui, au final, si vous réécoutez peut-être ce podcast, vous revenez en arrière si vous n'avez pas forcément suivi, vous allez voir qu'au bout de 2-3 fois, vous allez comprendre et qu'il n'y a que ça à comprendre, honnêtement. Il faut prendre un stylo, une feuille, voilà. Prendre une base 100 et ça se décompose très facilement. Exactement. Et je pense que il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus compliqué que ça pour comprendre les avantages et inconvénients de l'assurance vie, du PEA et du compte titre. Je rajouterai juste une chose avant que peut-être on passe à autre chose mais là en tout cas toujours sur les types de comptes, c'est qu'aujourd'hui on peut faire de la pierre papier. Julien connaît évidemment tout ce qui concerne les investissements immobiliers au travers des titres aussi, mais vous connaissez certainement, peut-être vous avez déjà entendu parler des SCPI. Les SCPI, ce sont des fonds qui investissent en immobilier, donc qui ont des actifs immobiliers dans leur bilan et dans lesquels on peut investir comme si on achetait une action. Alors on achète des parts de SCPI. Voilà. Il faut savoir que quand on achète des parts de SCPI, on n'est pas soumis, on est soumis à la fiscalité immobilière. Et en fait, ces SCPI, si on y investit au travers de notre assurance vie, c'est pas la fiscalité immobilière qui va s'appliquer. Donc la fiscalité immobilière, c'est quoi ? C'est la même fiscalité que quand vous percevez des revenus locatifs, par exemple. Si vous mettez vos parts de SCPI dans une assurance vie, à ce moment-là, vous aurez la fiscalité de l'assurance vie qui va s'appliquer et qui est bien plus intéressante. Donc, si un jour vous voulez investir dans l'immobilier sans forcément avoir à bouger votre cul de la chaise, à aller faire des visites, à vous compliquer les choses avec des estimations de travaux et toute l'aventure qui est l'investissement immobilier, la pierre papier est un bon deal et faites-le au travers de votre assurance vie. C'est vraiment quelque chose d'assez important. Avec l'avantage pour les SCPI de pouvoir bénéficier d'un effet de levier, puisque c'est un des rares produits, c'est une des rares valeurs mobilières sur laquelle on peut finalement utiliser cet effet de levier, à savoir emprunter. Et donc mettre 1 pour lever par exemple 5, ça veut dire que vous pouvez acheter on va dire 50 000 € de SCPI, votre apport sera de 8 à 10 000 € par exemple, chose qu'on peut rarement faire en achetant des actions ou des obligations, à moins d'être professionnel et très avisé sur le sujet avec énormément de risques. C'est vrai qu'il y a sur les SCPI, même un particulier peut emprunter à une banque pour investir dans une SCPI. Il faut savoir qu'à peu près, il me semble, si je ne dis pas de conneries, on est aux alentours des 5% en rendement net. Ouais, on est plus sur 6 maintenant. Il y a des SCPI. Alors moi, à titre particulier, j'ai investi dans une SCPI du monde de la logistique, et notamment celle du dernier kilomètre, les entrepôts, parce que je crois beaucoup, avec notamment l'essor du e-commerce, qui va dans le sens de l'histoire en fait, de cette digitalisation des business de manière générale, de ce besoin de réactivité, de proximité, et on est sur du 6%. Ouais, parce que les rendements locatifs issus de la logistique, c'est aussi les rendements les plus élevés de l'immobilier par rapport à du commercial ou du... Et 6%, c'est évidemment après avoir payé tout le monde, hein. Donc tous les gestionnaires, toute la boîte, etc. Donc c'est quand même effectivement des rendements qui sont assez hauts au départ. Mais à la fin, pour le particulier qui n'a strictement rien à faire, comme le disait Étienne, pas s'occuper des travaux, pas de locataire, pas de gestion d'impayés, etc., on a 6%, sur lequel par contre, on ne pourra pas faire de la LMNP ou des choses comme ça, ou utiliser on va dire des niches fiscales. Donc on sera taxé soit à la flat tax, soit à son taux marginal d'imposition. En l'occurrence, s'il est inférieur à 30%, on va plutôt opter pour ça, quoi. Alors si c'est dans l'assurance vie, on n'aura que les prélèvements sociaux. Ouais, si c'est dans l'assurance vie, il y aura que les prélèvements sociaux après 8 ans. Ok, chouette. Donc on a fait un petit peu le tour de avec quel support on peut investir. Moi j'avais une question, c'est pourquoi une boîte aujourd'hui elle va se mettre en bourse ? Pourquoi elle va se coter sur un marché ? Alors justement, elle va se coter sur un marché pour lever des capitaux. On l'a dit tout à l'heure, il y a des agents en recherche de capitaux, des agents qui en ont.
Il y a plein d'avantages et d'inconvénients pour une boîte d'être cotée sur les marchés, mais vraiment l'avantage principal, c'est de pouvoir vendre une partie de son capital qu'elle va découper en un certain nombre de titres. Ce nombre il va être déterminé avec des experts, avec des banques d'affaires. Le fait est qu'elle va pouvoir vendre donc une partie de son capital contre de l'argent, et cet argent, elle va s'en servir pour se développer. Et l'avantage qu'elle a, c'est que finalement, il n'y a pas forcément une rémunération, en tout cas immédiate et certaine de ces capitaux-là. Si on va voir une banque, eh bien, si elle nous prête de l'argent, cette banque, on sait qu'on va avoir des mensualités à payer, donc on aura des charges financières qui sont définies, voilà, et on sait qu'on va devoir payer ça tous les mois. Pour une entreprise, c'est pareil. Quand on lève des capitaux qui sont cette fois-ci donc des capitaux propres à des actionnaires qui sont maintenant copropriétaires de l'entreprise, certes ces actionnaires attendent une rémunération mais si vous voulez, ça ne représente pas un poste comptable dans votre compte de résultat. Vous allez les rémunérer finalement avec des dividendes si les actionnaires souhaitent se rémunérer avec des dividendes, puisque c'est eux qui vont choisir, qui vont prendre cette décision en assemblée générale, ou sinon ils vont voir en fait du fait que l'entreprise génère des résultats et qu'elle réinvestit ces résultats-là dans ses capitaux propres, ils vont voir la valeur de leurs actions augmenter. Mais si vous voulez, c'est pas une sortie de trésorerie immédiate pour l'entreprise. Donc ça lui permet de panacher sa structure financière en fait. Et aussi de donner de la confiance aux banques, parce que si une boîte montre qu'elle est capable de lever des capitaux auprès de particuliers, auprès d'institutionnels, et bien derrière, elle va pouvoir aussi s'endetter de manière plus facile auprès de banques. Après, évidemment, il y a aussi, pas des inconvénients, mais un devoir de l'entreprise lorsqu'elle est sur les marchés financiers, c'est un devoir de communication et de transparence. Et pour ça, on a l'AMF qui est là pour veiller au grain, pour faire attention que les entreprises font bien leur travail. Mais il faut bien avoir conscience que toute cette communication et ces obligations qu'ont les entreprises lorsqu'elles sont cotées, ça a un coût. Et du coup, il n'y a pas toutes les entreprises qui peuvent s'introduire en bourse. C'est aussi un peu ma question parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de liquidités dans le private equity, sur les gros fonds d'investissement qui vont investir en direct dans des sociétés. On n'arrête pas de voir chaque semaine en ce moment des nouvelles licornes françaises et on a largement éclaté l'objectif de temps de Macron qui était, je ne sais plus combien de licornes d'ici 2025. 25. Voilà. 25 licornes en 2025. Voilà. Bon, on y est. On y est. Ouais. Donc, en moins de... avant l'objectif, 3 ans avant l'objectif. Et ça, parce qu'on le sait, on le voit partout, on le lit partout, il y a énormément de liquidités. Il y a beaucoup de liquidités. Donc il y a plein de boîtes qui sont valorisées plus d'1 milliard d'euros aujourd'hui, qui ne sont pas en bourse, qui ne prévoient pas d'y être. Parce que justement, peut-être, est-ce que c'est trop contraignant pour elles d'aller en bourse ? Il y a cette transparence peut-être, il y a cette bureaucratie, on va dire, un peu cette paperasse qui est un peu compliquée. Pourquoi en fait elles choisissent de faire appel à des fonds de private equity plutôt que d'aller se coter en bourse ? C'est une bonne question en vrai. C'est vrai que je pense que de manière générale, il y a quand même il y a des devoirs plus importants et plus coûteux pour une entreprise quand on est coté en bourse plutôt que de passer au travers du private equity. Les tickets d'entrée ne sont pas les mêmes non plus. Donc on ne va pas avoir le même type d'actionnaire aussi à son capital lorsqu'on a levé des capitaux par le private equity que lorsqu'on a levé des capitaux en bourse. C'est vrai que typiquement, en tant que particulier, aujourd'hui, c'est quand même plus facile, même si c'est de plus en plus démocratisé, de plus en plus accessible, c'est quand même plus facile pour un particulier qui a 10K à investir d'ouvrir un PEA et de se rendre sur les marchés plutôt que d'essayer de trouver un intermédiaire qui va permettre de faire du private equity. Et justement, il y a très très souvent aujourd'hui des intermédiaires pour investir dans le private equity. Alors qu'au final, en bourse, certes, il y a les marchés financiers, c'est l'intermédiaire, typiquement Euronext pour investir sur la plupart des entreprises européennes. Mais les frais qui sont prélevés lorsque vous passez un ordre pour acheter un titre représentent quand même sont beaucoup plus faibles pour la bourse, pour ce qui est de la bourse. Et puis il y a une liquidité aussi.
c'est vrai que j'en ai pas parlé encore, mais c'est peut-être l'avantage le plus important, c'est-à-dire que si vous faites une erreur lorsque vous achetez un titre en bourse, vous savez que derrière vous pouvez le vendre à n'importe quel moment, à condition que vous ayez quand même acheté une action d'une entreprise de taille assez importante. Mais si vous achetez des titres Airbus aujourd'hui et que vous voulez les vendre 2 minutes après parce que finalement vous avez fait une erreur, vous pouvez le faire. Oui, côté investisseur, effectivement, il y a cette agilité, cette liquidité qui est largement supérieure à celle du private equity, forcément. Ok. Mais après, dans les deux cas, tu as raison. En ce moment, enfin, depuis le début de la crise, depuis mars 2020, et la Banque centrale a réagi très très rapidement. Il y a eu des politiques monétaires accommodantes qui ont été mises en place. On a eu un retour un renforcement du quantitative easing, c'est-à-dire du rachat d'actifs de la part des banques centrales, un rachat d'actifs qui permet donc du coup d'augmenter la masse monétaire et de faire en sorte que les entreprises traversent plus facilement aussi la crise. Mais on a de manière générale beaucoup plus d'argent sur les marchés aujourd'hui et c'est pour ça que c'est bénéfique aussi bien pour les marchés boursiers que pour le private equity. Et c'est vrai que le private equity, alors aujourd'hui on en entend un peu parler, c'est parce qu'on voit à quel point c'est un marché qui est aussi gonflé, quoi, mais qui marche tout aussi bien, mais on n'a pas de données, on n'a pas les données aussi facilement qu'on les a que pour les marchés financiers. C'est beaucoup plus opaque, effectivement. Voilà. Il n'y a pas d'indice, quoi. C'est beaucoup de gré à gré. Ouais. Donc à chaque fois, c'est chaque dossier. Exactement. Okay. Puis il n'y a pas d'indicateur, quoi. Genre aujourd'hui, je veux savoir là, combien représente le marché du private equity sur un certain type d'entreprise. Je manque de données, quoi. C'est beaucoup plus difficile d'avoir des ordres de grandeur sur ce marché-là. C'est pas régulé. C'est ça. Ok. Et donc private equity, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est vrai que des fois on manque de vulgariser les choses, mais private equity, c'est le fait d'investir dans des sociétés non cotées. Pour le coup, donc soit en direct, j'achète des parts de la boulangerie du coin, finalement je fais du private equity à mon niveau, ou alors via des fonds qui sont spécialisés là-dedans et qui typiquement vont participer à des levées de fonds de start-up ou boîtes à forte croissance sur des tours de table qu'on appelle série A, série B, etc. Je ferai un épisode là-dessus avec, je pense, un fonds de private equity, ça sera intéressant de lever le sujet. Donc revenons à la bourse. Qu'est-ce que tu conseilles de regarder, toi, avant d'investir dans un titre particulier et / aussi avant de participer à une introduction en bourse? Alors, l'introduction en bourse, c'est une question déjà complètement différente. Genre vraiment, c'est quelque chose de... Même moi, je conseille, par exemple, aux investisseurs particuliers qui débutent de ne jamais toucher à des introductions en bourse. Moi, je me suis cassé la gueule personnellement sur des introductions en bourse. Même si statistiquement, on voit quand même il y a une sous-valorisation des entreprises par les banques qui aident les entreprises à se coter. Et donc, généralement, on a des introductions qui, dans la première journée, se passent très très bien et le titre prend 20-30% pour se retrouver à sa valeur de marché. Donc, assez souvent, ce sont des introductions qui sont quand même bénéfiques pour l'actionnaire qui a acheté les titres lors de l'offre, mais quand même, il y a une volatilité très importante et puis on n'a pas d'historique, même si ça ne veut pas forcément dire grand-chose, on n'a quand même pas d'historique de cours, quoi, donc on n'a pas une idée de ce que sont prêts à payer les gens pour ce titre-là. C'est un petit peu plus risqué, voilà, de manière générale. Je ne vous conseille pas de participer à des introductions en bourse tant que vous n'avez vraiment pas compris déjà comment fonctionne une introduction en bourse, parce que il y a plusieurs types d'introductions et il faut savoir ce que vous allez payer. Mais après, pour savoir quel conseil de base je donne aux gens pour acheter un titre, déjà se concentrer sur des marchés qu'ils comprennent, limite des marchés où vous êtes des experts. Il y a des gens qui bossent typiquement dans l'aéronautique, qui vont très bien comprendre le business de l'aéronautique. Bon, ils n'ont pas beaucoup de chance, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. C'est un duopole, c'est Boeing, Airbus, et dans le PEA, du coup, tu mets que Airbus. Mais on pourrait prendre un autre exemple avec peut-être l'automobile. Si vous y connaissez en auto, vous avez Stellantis, vous avez Volkswagen, vous avez BM, vous avez Daimler, donc Mercedes, vous avez Renault, etc. Bientôt, vous aurez Porsche peut-être, vous avez Ferrari, Tesla, il y a un nombre considérable d'entreprises de l'automobile. Si c'est un secteur qui vous intéresse, vous avez déjà beaucoup de choix. Vous concentrez donc sur un secteur que vous comprenez, un business que vous comprenez. Après, évidemment, de manière générale, les particuliers vont regarder le cours de l'action. Ils vont regarder comment a évolué ce cours-là. Déjà, en un coup d'œil, vous pouvez avoir une idée de la volatilité du titre. C'est-à-dire, quand il
quand il tombe, le cours, quand il descend, à quelle vitesse il descend. Et du coup, vous pouvez avoir une idée de quel peut être l'impact sur votre portefeuille si derrière vous observez cette même chute alors que vous êtes propriétaire d'une action de cette entreprise. Nous, on se sert de ce genre de données même dans l'analyse financière. Alors, on parle évidemment de variance et on va peut-être aller un petit peu plus loin que l'historique. On va essayer de faire des projections sur le futur. Mais déjà, un particulier, quand il regarde le cours, il a une idée vraiment du risque qu'il est en train de prendre. Il faut savoir que les risques qui sont itinérants à une entreprise et à son marché, ils sont multiples. On peut avoir des risques économiques, des risques d'avoir qu'une entreprise ait un seul client et que ce client soit en mauvaise position, le risque de devise, une devise qui se dévaloriserait dans une région où l'entreprise fait beaucoup de business, etc. Il y a plein de risques, mais au final, tous les risques se traduisent par des fluctuations du cours. Donc, le particulier, rien qu'en regardant le cours d'un titre et en observant bien les fluctuations, peut déjà avoir une idée du risque qu'il est en train de prendre. Un autre conseil évident, c'est de se concentrer sur des entreprises qui ont une certaine taille, déjà, qui font une certaine taille. Typiquement, 1,5 milliard de capitalisation, c'est déjà un minimum syndical, je dirais, pour son premier... son fonds de portefeuille, quoi, si vous voulez, les premiers titres que vous allez acheter. Des entreprises du type les entreprises qui sont enregistrées dans le CAC 40. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça vous assure une bonne liquidité, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous faites une erreur ou si vous voulez vous séparer d'un titre, vous allez pouvoir le faire extrêmement rapidement et très proche du prix qui est affiché. Parce qu'il faut savoir que, et ça c'est la base, lorsque vous regardez un titre et que vous voyez un cours affiché, ce cours-là ne représente absolument pas le prix que vous allez payer pour l'avoir. Si aujourd'hui vous vous connectez et que vous voyez Airbus à 112 €, en fait vous n'allez pas payer 112 € pour acquérir ces titres-là. Il va falloir vous rendre dans le carnet d'ordre, là où il y a toutes les transactions que souhaitent faire les investisseurs pour savoir à peu près quel prix vous allez payer. En fait, le cours qui est affiché, c'est seulement une moyenne des transactions qui sont en attente. Et s'il y a de la liquidité, alors vous avez de grandes chances que quand même la moyenne soit très proche du prix que vous allez payer. Donc du coup, vous n'allez pas être surpris du prix que vous allez payer. Mais si vous êtes sur une toute petite boîte, il peut y avoir un gars qui vend le titre à 90 €, un autre gars qui veut acheter un titre à 110 €. Ben à ce moment-là, le prix qui va vous être affiché, c'est 100 €. Mais si vous voulez en acheter, ben vous allez être obligé de l'acheter. Alors, je ne sais plus qui est le vendeur qui vend peut-être à 110 €. 110, celui qui en demande 110. Voilà, celui qui en demande 110, vous allez être obligé de lui acheter ces titres à lui. Donc, concentrez-vous sur les grosses valeurs, les valeurs qui ont un business dans un secteur que vous connaissez. Pensez à regarder le cours pour avoir une idée des fluctuations. Et déjà, ce sera pas mal. Ok, intéressant. Toi, j'imagine que, vu le recul que tu as sur tout ça, sur les marchés, sur les boîtes, finalement, c'est devenu ton quotidien depuis maintenant quelques temps aussi. Tu vas plus loin que ça ? Tu dois creuser un petit peu dans la paperasse, dans les dossiers. Exactement. Alors, moi, je suis un type d'investisseur qui se base vraiment sur les données fondamentales de l'entreprise, c'est-à-dire que je vais étudier ses états financiers, donc son compte de résultat, son bilan et son tableau de flux de trésorerie, et je vais regarder ça, leur évolution sur plusieurs années pour comprendre comment s'en sort l'entreprise par rapport aux autres entreprises du même secteur. Ensuite, on va conduire des modèles mathématiques d'évaluation financière pour essayer d'attribuer une valeur à l'entreprise en fonction de ce qu'on projette pour ses flux futurs, donc les flux qu'elle va générer dans le futur. Et ensuite, on utilise notre culture générale, évidemment, pour être critique vis-à-vis de ces modèles-là. C'est-à-dire que malgré qu'on voit qu'il y a une tendance que les cash flows de l'entreprise augmentent, on peut voir que les armes ne montent pas au ciel, typiquement dans ce secteur d'activité-là, et que c'est complètement illusoire de continuer de prendre cette croissance et juste de l'appliquer pour les flux futurs. On peut se dire, non, pas du tout, là ça va pas être possible, ou alors pour continuer d'augmenter ses flux futurs, l'entreprise va devoir réaliser des investissements qu'elle n'a pas réalisés depuis une dizaine d'années, et finalement ces investissements-là, il va falloir les payer, et sur le cash ça va se ressentir, etc. Donc, pas n'importe qui. En fait, c'est ça qui est très très important en finance, et peut-être il y en a parmi vous qui nous écoutent et qui veulent bosser dans la finance, c'est qu'il y a aussi bien cette casquette mathématique, informatique appliquée vraiment
cette envie de modéliser, de tout modéliser pour prévoir le futur en s'appuyant sur des données historiques, chose qui est déjà un petit peu qui manque déjà un petit peu de sens au niveau mathématique. Mais il y a vraiment un volet culture générale qui est extrêmement important pour être critique vis-à-vis des résultats que vous obtenez de ces modèles-là. Mais voilà, après, pour donner peut-être des informations qui sont plus accessibles pour le particulier, déjà, moi, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Zone Bourse. Vous pouvez vous rendre sur ce type de site pour avoir accès à la plupart des données financières les plus importantes sur une entreprise. Typiquement, un chiffre d'affaires, un résultat d'exploitation, des marges, et puis après des ratios de valorisation pour comprendre combien l'investisseur est en train d'acheter une action d'une entreprise et est-ce que ce prix vaut vraiment le coup, quoi. C'est déjà un bon indicateur, le ratio, pour comparer deux boîtes d'un même secteur, par exemple. Voilà. On n'est que sur du survol, on est d'accord. Après, on peut creuser, il peut y avoir des explications, parce que comme tu le dis, il peut y avoir beaucoup d'investissements d'un côté, alors que l'autre, elle surfe déjà sur des investissements qu'elle a déjà fait. Donc forcément, son cash flow va être beaucoup plus important à l'avenir que celle qui doit investir. Mais c'est un bon indicateur. Franchement, honnêtement, pour comprendre et bien décortiquer la finance et le fonctionnement d'une entreprise, moi, je prends un exemple hyper simple. C'est un gars qui vend des crêpes. Franchement, c'est un exemple que je donne tout le temps en conférence, etc. Et ça va vous permettre de vraiment comprendre tous les ratios que vous observez sur les marchés. T'es pas breton d'origine? Non, mais je sais pas pourquoi je prends cet exemple-là. Mais je trouve ça tellement simple. Pourquoi ? Parce que pour faire des crêpes, il vous faut une machine à crêpes. Au final, cette machine à crêpes peut représenter un actif, qui est un actif pour le coup qui est tangible et qui va rester dans l'entreprise, qui fabrique les crêpes pendant longtemps. Ça va être un investissement de la part du gars qui fait ses crêpes, d'investir dans la machine à crêpes. Puis il va avoir ses ingrédients, ses œufs, son lait, etc. Je connais pas la recette des crêpes par cœur, et ça va représenter son fonds de roulement, donc l'argent dont il a besoin pour créer son produit final que sont les crêpes. Alors là, pour le coup, il a de la chance, son cycle d'exploitation est très court, il a juste à casser ses œufs, etc., faire sa pâte, et il l'étale sur sa machine, et ça y est, les crêpes sont prêtes. Donc il a pas à trop se soucier de la gestion de son besoin de fond de roulement, c'est assez simple pour le coup. Et après, il vend ses crêpes et du coup, vous allez pouvoir comparer, si vous voulez, vous pouvez vous imaginer et mettre sur le papier tous les chiffres d'une société fictive d'un gars qui vend des crêpes et ensuite analyser les ratios et comprendre vraiment ces ratios. Typiquement, si vous voulez comprendre le ROA, que vraiment peut-être déjà certains d'entre vous ont entendu parler, le retour sur actif, vous allez regarder finalement le résultat net que ce mec a fait en vendant ses crêpes par rapport à ses actifs, c'est-à-dire ses machines à crêpes. Et là, si on prenait un autre entrepreneur qui lui aussi fait des crêpes, mais qui lui a 2 machines à crêpes au lieu d'une, eh bien, vous comprenez que si les deux font 100 crêpes, par exemple, mais qu'il y en a un qui a 2 machines et l'autre qui en a qu'une, eh bien, si vous ramenez le résultat de chaque entreprise aux actifs qu'il possède, eh bien, il y a un ROA qui va être beaucoup plus élevé que l'autre. Et évidemment, le ROA qui sera plus élevé, ce sera celui qui a qu'une machine à crêpes. Super intéressant comme exemple, ça. Ah, franchement, et vous pouvez le faire avec tout, absolument tout, avec le retour sur investissement, la rentabilité financière, donc le ROE, vous pouvez le faire avec les marges d'exploitation, avec la marge nette, vous pouvez absolument tout faire. Après, évidemment, il y a des choses qui touchent à la structure du capital, donc comment cet entrepreneur a financé sa machine à crêpes. Est-ce qu'il a fait le choix d'aller chercher de l'argent à sa grand-mère pour financer le premier projet? Ça, ce sera des capitaux propres ou alors des comptes associés, quoi. C'est de la dette de la part des associés, de l'argent que l'entreprise doit aux associés. Ou alors est-ce qu'il a sollicité une banque, à ce moment-là il a fait de la dette bancaire, ou alors il a sollicité des particuliers via des obligations, et à ce moment-là c'est de la dette obligataire, et ça va aussi dans les dettes. Et là vous allez pouvoir de la même façon vous amuser à comprendre toute la structure de capital et les choix qu'il peut faire, et ensuite comparer 2 entreprises qui auraient pris des choix différents, et étudier des variations de ratio de l'un à l'autre. Aujourd'hui, dans ce podcast, on peut pas, on n'est pas en mesure d'attaquer tous les ratios, de les expliquer un par un et d'expliquer, de dire lesquels sont peut-être les plus importants à regarder. D'autant plus que ça suffit pas de juste entendre quelqu'un qui vous dit « Ah, regarde ce ratio-là, c'est le plus intéressant » et compare-le avec une autre entreprise, c'est vraiment ça qui marche.
Parce que tant que vous n'avez pas le recul et un regard critique vis-à-vis de ces ratios-là, vous pouvez leur faire dire n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Et encore une fois, gardez vraiment en tête que le passé ne fait pas le futur et que c'est pas parce qu'une entreprise s'est comportée de telle manière ou a présenté telle valeur pour certains ratios qu'elle le fera dans l'avenir. Honnêtement, quelqu'un qui est intéressé, curieux, qui a déjà une bonne culture générale dans le secteur dans lequel il travaille et dans lequel aussi il souhaite investir au travers des marchés financiers, vous pouvez prendre des très bonnes décisions et même des décisions qui seront meilleures que des petits jeunes de 25 ans qui sont des malades sur Excel et qui arrivent à modéliser des trucs de fou et qui vous sortent des prix pour des titres et finalement qui n'ont pas ce recul et ce regard critique. Je l'ai vécu à titre personnel dans un secteur que je connais bien et qui avait le vent en poupe depuis le Covid. Et vu que j'étais de l'intérieur, j'ai vu le secteur de l'intérieur, je le connais par cœur. Effectivement, j'ai pris quelques opportunités, à la fois sur les marchés américains, à la fois sur les marchés européens, puisque il y a des boîtes sur tous les marchés dans ce secteur-là. Et effectivement, quand je regarde mes performances sur ces titres-là par rapport aux performances moyennes de cette année, je suis largement au-dessus du marché, quoi. Voilà. Mais parce que je connaissais le secteur et que je le vivais de l'intérieur. Et finalement, ça, tu peux regarder n'importe quel chiffre. Si tu vis le truc, tu lis pas l'avenir, mais tu es déjà... Voilà, tu as une appétence au marché, donc tu as forcément plus d'indications, en tout cas. Et on dit que, en fait, ça va avec la question d'efficience des marchés. On dit que les marchés sont efficients, c'est-à-dire que le cours d'un titre intègre toujours toutes les informations qui concernent ce titre-là. C'est-à-dire qu'on considère que tous les investisseurs ont la connaissance, ont tous la connaissance et sont capables de juger du cours à l'instant T. Mais en réalité, les marchés ne sont pas du tout efficients, quoi. Et comme tu l'as dit, toi, tu observes déjà un changement du secteur directement au travers de ton travail. Tu arrives à trouver un titre dans le même secteur qui est tout aussi intéressant et qui te semble pouvoir profiter de la même ampleur, de la même dynamique. Mais au final, avant que cette information-là, elle arrive aux oreilles de tout le monde et que tout le monde soit en mesure de la comprendre et de l'intégrer et de savoir que oui, les résultats futurs seront vraiment plus élevés à ce niveau-là, etc. Honnêtement, ça met très très bien en valeur que les marchés ne sont pas efficients et que si vous avez des connaissances dans un marché, ça peut énormément vous aider. Voilà. Et en fait, c'est un peu battre une inertie d'information qui arriverait que plus tard aux yeux de tous. Ok, bon, vraiment intéressant, Étienne. On va arriver à l'heure d'enregistrement, donc moi j'aimerais encore aborder quelques sujets. Ouais. Est-ce que tu as aujourd'hui des brokers que tu peux conseiller pour qu'on n'y laisse pas notre chemise en termes de frais, notamment sur soit un PEA, soit un compte titre? Je sais que tu as fait beaucoup de comparatifs sur YouTube là-dessus. Ouais, alors c'était les premières vidéos, ça fait un temps maintenant. D'ailleurs, je dois plus être au courant de toutes les offres. Mais je sais qu'au niveau PEA, franchement, honnêtement, Boursorama, ils sont très très compétitifs. Et après, au niveau compte titre, il y a 2Giro, qui est sympa, quoi. Bon, j'en ai un sur 2. Voilà, c'est déjà ça. Franchement, honnêtement, le PEA, on se retrouve avec des frais vraiment ridicules sur Boursorama. Mais c'est vrai que, bon, même si dans le PEA, on peut mettre plein de valeurs, on est censé pouvoir mettre des valeurs de l'Union européenne, plus, il me semble, Norvège, Liechtenstein et je ne sais plus quel autre pays. Il y a 3 pays où on peut acheter des actions. Même si on est censé pouvoir mettre toutes les valeurs de l'Union européenne, parfois on trouve des titres que malheureusement le broker ne peut pas, auquel le broker ne peut pas nous donner accès. Moi, je donne l'exemple de San Lorenzo pour Boursorama. Ce titre, il me plaisait beaucoup et j'ai jamais pu l'acheter sur mon PEA. Alors, tu m'avais parlé de San Lorenzo il y a quelques mois. Figure-toi, j'avais passé des ordres et j'avais été un peu trop gourmand. Du coup, les ordres sont jamais passés, j'ai jamais acheté et je regrette tellement. Ouais, ça s'est plutôt bien passé pour cette boîte, en effet. C'était une dynamique aussi avec le luxe, valeur de croissance, Covid, etc. Ouais, et je me rappelle très bien, j'avais passé un ordre à 23 € à l'époque. Je crois qu'aujourd'hui, je sais pas, elle doit être à plus de 30. Ouais, elle doit être aux alentours de 34, 35, ouais, je sais pas exactement non plus. Et c'était il y a moins d'un an. Voilà. Mais du coup, pour revenir sur le PEA Boursorama, donc, et 2Giro, oui, très bien surtout pour investir aux US en fait. Super ergonomie d'ailleurs 2Giro, ouais. Autant sur mobile que sur desktop.
enfin sur ordinateur, quoi, vraiment super fluide. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, moi je suis sur Bourse Direct pour mon PEA, ce qui n'est pas le cas d'un Bourse Direct qui est abominable en termes d'ergonomie. Même Boursorama en soi, ils pourraient faire mieux au niveau de ce qu'ils appellent le trading board, c'est-à-dire l'endroit où on passe l'ordre, etc. Alors on peut tout faire depuis le téléphone, mais même je trouve qu'ils ont du retard. Et DeGiro, petite parenthèse, commence à faire de la pub télé depuis quelques semaines, au grand public, ce qui prouve la démocratisation des marchés financiers auprès du particulier, parce que ça se voyait pas il y a 1 an, il y a 2 ans. Et d'ailleurs, Flatex DeGiro, donc c'est l'association d'un broker allemand qui a racheté DeGiro. Franchement, c'est un titre très très intéressant qui présente une performance financière très intéressante sur les marchés. Donc même potentiellement, si vous mettre du DeGiro dans son portefeuille DeGiro, vous pouvez le faire au travers du PEA comme c'est une boîte européenne. Mais bon, c'est rigolo que ce soit un titre. C'est là où je voulais en venir du coup sur les derniers sujets. Est-ce que tu as quelques titres comme ça sur lesquels toi, alors sans les conseiller évidemment, encore une fois, on n'est pas là pour vous conseiller d'acheter quoi que ce soit. Mais sur quoi tu investirais aujourd'hui là, si t'avais... Alors, on est dans un contexte de taux qui remonte, et il a été prouvé à maintes et maintes reprises que quand les taux remontent, que le financement devient plus difficile, les valeurs de croissance et les valeurs du luxe tombent, enfin chutent. Parce que c'est un financement qui est plus compliqué, une dynamique qui est moins forte, et on sait très bien que de manière générale les politiques monétaires accommodantes vont venir à s'atténuer, et qu'il y aura moins d'argent dans l'économie. Donc ces marchés-là, on aurait plutôt tendance à dire qu'il fallait les acheter plus tôt, et que maintenant on va passer à autre chose. Les marchés qui fonctionnent quand les taux d'intérêt montent, c'est l'automobile, c'est les valeurs cycliques, c'est les valeurs défensives aussi. Voilà, donc, et après au niveau des secteurs, moi il y a un secteur qui m'intéresse énormément. Une valeur défensive, c'est quoi par exemple ? Une valeur défensive, ça va être Air Liquide, ça va être Nestlé, ça va être toutes les valeurs de la consommation non discrétionnaire, donc la consommation qu'on fait passer en premier plan, dont on a vraiment besoin pour vivre. Ça va être... alors il y a des secteurs aussi qui se transforment, on les a considérés comme des secteurs défensifs, et puis finalement ça ne l'est plus. À cause du Covid, et qui a montré qu'il y avait finalement des brèches dans ce secteur d'activité-là. Mais on va dire que c'est des valeurs qui fluctuent pas beaucoup d'année en année, et qui ont des profils boursiers avec des rendements autour de 4-5% par an depuis plein. Donc plus des actions à dividendes réguliers ? Alors les actions à dividendes, on les appelle les valeurs de rendement plutôt, parce que dans les valeurs défensives, on peut retrouver des valeurs qui ne versent pas forcément une très grosse partie de leurs résultats en dividendes, mais c'est plutôt lié, si vous voulez, au comportement du titre en bourse, quoi. Et on appelle ça des titres de bons pères de famille, c'est-à-dire des titres qui ne présentent pas des fluctuations démentielles, et dont les variations, dont l'évolution du cours ne dépend pas forcément de la conjoncture économique. C'est des valeurs qui fonctionnent bien tout le temps. Carrefour, je pense à Carrefour, typiquement. En opposition avec les valeurs cycliques ? En opposition avec les valeurs cycliques qui, elles, voilà, changent du tout au tout lorsqu'on passe d'une politique monétaire accommodante à une politique monétaire moins accommodante, par exemple, lorsque les taux remontent, lorsqu'on est en phase de crise, ou lorsque on n'est pas... Donc là, ça va être quoi comme type de valeur ? L'automobile, c'est le cyclique par excellence, hein. C'est-à-dire quand tout va bien, ça se passe super bien. Quand tout va mal, c'est un des premiers secteurs à bien ramasser. Alors il y a certaines personnes qui considèrent la finance comme une des valeurs cycliques, évidemment, hein, puisque en fonction des taux d'intérêt, le produit net bancaire d'une banque change quand même, puisqu'elle se rémunère sur la différence du taux entre lequel elle emprunte de l'argent, et le taux auquel elle prête de l'argent. Donc évidemment, il y a une cyclicité quand même de sa performance en bourse. Voilà, c'est ce genre de type de titre. Alors les défensives, c'est vrai qu'elles ont le bénéfice de marcher quand même la plupart du temps, hein, mais sur un rythme un peu plus de croisière, quoi. Mais là, on voit que vraiment, et ça a changé, ça a énormément changé depuis fin 2021. On se demande d'ailleurs si on est vraiment en train de basculer vers une rotation, enfin si on est en train de faire une rotation sectorielle. Tout le monde était vraiment concentré sur les valeurs de croissance, les valeurs du luxe, typiquement les valeurs des technologies, etc. en 2021. En 2020, c'était les énergies vertes, il y avait plein de secteurs qui avaient explosé aussi. Le fameux Neoen dont tu as souvent parlé. Neoen, Albioma, McPhee, etc.
même Total Energies qui est dans sa transition, etc. Le fait est que moi, cette année, 2022, honnêtement, j'ai envie de vous dire que c'est l'année du gaming. D'ailleurs, annonce très récente, ouais, voilà, Microsoft qui rachète. Hier, Microsoft alors, c'est pas encore fait, il faut que ça passe en antitrust, il me semble. Mais Oui. Microsoft a racheté, enfin, a donné l'information qu'elle souhaitait racheter Activision Blizzard pour la modique somme de 70 milliards. 69, on va gratter 1 milliard. 69, ouais, exactement. Ils profitent de l'opportunité Activision Blizzard qui est une boîte qui souffre énormément de problèmes de harcèlement en ce moment. Il y a eu des scandales démentiels vraiment qui ont été mis en valeur par les salariés qui ont été plus de 2000, plus de 1800 à signer des pétitions pour faire dégager la tête du groupe, c'est-à-dire Bobby Kotick qui a vraiment été aussi bien un très bon businessman pour le groupe que un gros connard pour la plupart des gamers passionnés, quoi. C'est un gars qui est un peu... on le tient responsable du massacre de World of Warcraft, de la sortie World of Warcraft classique. Mais bon, derrière, il y a eu la sortie de Call of Duty Mobile, par exemple. Il y a eu Candy Crush, qui, on peut dire ce qu'on veut. Ils avaient racheté, d'ailleurs, pour 8 milliards, il me semble, Candy Crush. Ah oui, voilà, j'étais même pas au courant. Ils l'avaient racheté à King. King qui est oui, ils ont racheté King. Ouais, ils ont racheté King. Ils ont racheté King pour 8 milliards, du coup, principalement Candy Crush au final à l'intérieur. Ah ouais, mais c'est énorme. Hein. Candy Crush, je crois que c'est un tiers de leur chiffre d'affaires. Hein. Je suis pas sûr exactement des chiffres. Qui est censé être à la base un jeu gratuit qui génère. Ouais, alors c'est leur seul jeu qui. C'est leur seul jeu qui rapporte de l'argent au travers des pubs, alors que les autres, c'est plus des achats dans le jeu, en fait. Mais bon, le gaming, franchement, honnêtement, c'est des valeurs qui, du coup, début 2022, même fin 2021, se payaient pas très cher, hein, honnêtement, par rapport au flux qui était généré. Et qui maintenant reviennent au centre de l'attention avec toutes les questions de Web 3.0, de métaverse, etc. Web 3.0, c'est blockchain, métaverse. Voilà, c'est tout ce qui tourne autour de la nouvelle interaction que l'utilisateur a avec Internet. Hein, et puis désormais, on peut peut-être rentrer dans l'Internet. Voilà. Et puis oui, avec la blockchain, là, c'est tout ce qui est sécurisation des transactions, des échanges de données. On est capable maintenant de rendre unique quelque chose de numérique et voilà, d'identifier un contrat ou une image ou quoi que ce soit, typiquement avec les NFT. C'est le cas des NFT, on fera un épisode aussi sûrement. Voilà, et du coup, c'est vrai que ces nouvelles-là, ce trend autour du Web 3.0, je pense que c'est bénéfique pour le gaming. Et puis de manière générale, je pense que c'est un secteur qui est en pleine croissance, vraiment. Et on ne se doutait pas que ça irait aussi loin sur le jeu mobile, en fait. C'est vraiment ça la surprise. Honnêtement, c'est ça la surprise depuis 2019, c'est le jeu mobile. Même moi, je suis un gamer vraiment depuis mes plus jeunes années et j'ai toujours détesté jouer sur le téléphone. Et quand on voit à quel point ça prend, quoi. Et aujourd'hui, les revenus issus du marché du gaming, il y en a plus de 50, il y a plus de 45%, en tout cas ça j'en suis sûr, je ne sais pas si c'est plus de 50%, qui provient du téléphone. Donc tout le monde a aujourd'hui dans sa poche. Voilà. Ce qui n'est pas le cas d'une console de jeu, d'un PC oui. gamer. Et puis alors on parle de l'Europe, mais si on parlait des pays en développement, les pays en développement, parce qu'il faut savoir que les jeux type Call of Duty, on sait très bien que pour jouer au dernier, il faut un super ordi, il faut la dernière Play ou quoi. Alors que sur le téléphone, un téléphone qui coûte quand même un peu moins cher, on peut jouer à ces jeux-là, quoi. Et puis le téléphone, tout le monde en a puisque ça répond à d'autres besoins. Alors l'ordinateur en Europe, on en a tous aussi parce que ça répond à notre besoin. Il y a des pays où il y en a moins. En Espagne, il y a beaucoup moins d'ordinateurs, par exemple, par foyer. Tu vois. Ah ouais, même en Espagne. Ouais, en Espagne, il y a moins d'ordinateurs par foyer, par exemple, qu'en France. Et ils sont très très mobiles pour tout, y compris pour l'e-commerce bien avant nous. Donc tu vois, effectivement, il y a plein d'usages comme ça du mobile qui sont assez développés. Bon, merci Étienne. En tout cas, c'est de... Gaming, voilà. Ouais, alors, gaming, si je voulais donner deux petits secteurs en plus, moi, il y a tout ce qui est question de recyclage que j'aime beaucoup, la gestion du cycle de vie produit. Voilà, donner une seconde vie au produit, voilà, ou au moins réfléchir à l'optimisation des chaînes d'approvisionnement pour réussir à concevoir de manière un petit peu plus propre. Donc ça, c'est un secteur qui m'intéresse énormément. Il y a plein d'entreprises à citer, hein, même dans le CAC 40, il y en a quelques-unes, je vous laisse les trouver, et qui sont justement dans le Product Life Management, le PLM.
Et après, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'automobile qui me plaît. Tu peux nous en donner une peut-être? Allez, sur le PLM. je vais en donner une. C'est le PLM, il y a par exemple Dassault Systèmes ou Schneider Electric. C'est 2 entreprises qui vraiment aident, aident leurs clients à concevoir mieux et à modéliser, si vous voulez, leur chaîne d'approvisionnement pour pouvoir avoir des interactions sur ces dernières et observer les changements avant d'opérer ces changements dans la réalité, en fait. Donc, c'est la numérisation des chaînes d'approvisionnement pour ensuite comprendre comment on peut optimiser ces dernières et si ça vaut le coup, implémenter ces changements en vrai, quoi. Et après, du coup, dernier secteur cette année que je pense qu'il va être assez intéressant, c'est l'automobile. L'automobile qui se paye à des ratios de valorisation, c'est du jamais vu, quoi. Genre, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Daimler, je pense à Daimler et Stellantis en particulier, c'est vraiment deux boîtes qui sont extraordinaires. Bon, ben chouette. Merci beaucoup, Étienne. Je pense que tout le monde te remerciera de ces bonnes informations qui, encore une fois, ne sont pas des conseils d'investissement, mais que des informations partagées avec passion. Voilà, partagées avec passion. Si on a besoin de te contacter, tu peux nous rappeler sur quel réseau, quel support on peut te contacter? Alors, vous pouvez me contacter via le site internet sanscravate.fr. Sanscravate.fr, ça sera noté du coup dans la description de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange. N'hésitez pas à le partager autour de vous si les marchés financiers vous parlent et s'ils peuvent parler à votre entourage. Merci d'être là, c'est le début de ce podcast. J'espère qu'on pourra lui donner une longue vie et que surtout ça enrichira vos connaissances autant que ça enrichit en tout cas les miennes. Donc merci Étienne et à très bientôt. Ciao Julien, merci. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.